L'affaire Le Rouge, partie 4 du livre audio, suite du chapitre 6. Elle riait, elle, la vieille dame. Elle riait aux larmes. Et tout en haussant les épaules, elle répétait « Ce cher Daburon, il est trop bouffon, en vérité, il me fera mourir de rire. Est-il plaisant, ce pauvre Daburon ?» Mais tout à coup, au plus fort de son accès d'hilarité, elle s'arrêta et prit son grand air de dignité. « Est-ce sérieux, ce que vous venez de me dire ?» demanda-t-elle. « J'ai dit la vérité, » murmura le magistrat. « Vous êtes donc bien riche ?» interrogea la marquise. « J'ai, madame, du chef de ma mère, 20 000 livres de rente environ. Un de mes oncles, mort l'an passé, m'a laissé un peu plus de 100 000 écus. Mon père n'a pas loin d'1 million. Si je lui en demandais la moitié demain, il me la donnerait. Il me donnerait toute sa fortune s'il le fallait pour mon bonheur, et serait trop content si je lui en laissais l'administration. » Madame d'Arlange fit signe au magistrat de se taire, et pendant 5 bonnes minutes au moins, elle resta plongée dans ses réflexions, le front caché entre ses mains. Enfin, relevant la tête, « Écoutez-moi, dit-elle. Si vous aviez jamais été assez hardi pour faire une proposition pareille au père de Claire, il vous aurait fait reconduire par ses gens. Je devrais, pour notre nom, agir de même. Je ne saurais m'y résoudre. Je suis vieille et délaissée. Je suis pauvre. Ma petite fille m'inquiète. Voilà mon excuse. Pour rien au monde, je ne consentirais à parler à Claire de cette horrible mésalliance. Ce que je puis vous promettre, et c'est trop, c'est de n'être pas contre vous. Prenez vos mesures. Faites votre cour à mademoiselle d'Arlange. Décidez-la. Si elle dit oui de bon cœur, je ne dirai pas non. » Monsieur Daburon, transporté de bonheur, voulait embrasser les mains de la marquise. Il la trouvait la meilleure, la plus excellente des femmes, ne songeant pas à la facilité avec laquelle venait de céder cette âme si fière. Il délirait, il était fou. « Oh, attendez !» fit la vieille dame. « Votre procès n'est pas encore gagné. Votre mère, il faut bien que je l'excuse de s'être si piètrement mariée, était une cotte vise, mais votre père est le sieur Daburon. Ce nom, mon cher enfant, est horriblement ridicule. Croyez-vous qu'il soit facile de décider à s'affubler de Daburon une jeune fille qui, jusqu'à 18 ans, s'est appelée d'Arlange ?» Ces objections ne semblaient nullement préoccuper le juge. « Enfin, continua la vieille dame, votre père a eu une cotte vise. Vous auriez une d'Arlange. À force de faire se mésallier les filles de bonne maison de père en fils, les Daburon finiront peut-être par s'anoblir. Un dernier avis. Vous voyez Claire timide, douce, obéissante. Détrompez-vous. Avec son air de sainte Nitouche, elle est hardie, fière et entêtée comme feu le marquis son père, qui rendait des points aux mules d'Auvergne. Vous voilà prévenu, et un bon averti en vaut 2. Nos conditions sont faites, n'est-ce pas? Ne parlons plus de rien. Je souhaite presque votre succès. » Cette scène était si présente à l'esprit du juge d'instruction que là, chez lui, dans son fauteuil, après tant de mois écoulés, il lui semblait encore entendre la voix de la marquise d'Arlange, et ce mot de succès sonnait à son oreille. Il sortit comme un triomphateur de cet hôtel d'Arlange où il était entré, le cœur gonflé d'anxiété. Il s'en allait, le front haut, la poitrine dilatée, respirant l'air à plein poumon. Il était si heureux. Le ciel lui semblait plus bleu, le soleil plus brillant. Il avait, ce grave magistrat, des envies folles d'arrêter les passants, de les serrer dans ses bras, de leur crier « Vous ne savez pas? La marquise consent !» Il marchait, et il lui semblait que la terre bondissait sous ses pas, qu'elle était trop petite pour porter tant de bonheur, ou qu'il devenait si léger qu'il allait s'envoler vers les étoiles. Que de châteaux en Espagne sur cette parole de la marquise. Il donnait sa démission, il bâtissait sur les bords de la Loire, non loin de Tours, une villa enchantée. Il la voyait riante, avec sa façade au soleil levant, assise au milieu des fleurs, ombragée de grands arbres. Il la meublait, cette maison, d'étoffes fantastiques ouvragées par des fées.
Il voulait un merveilleux écrin pour cette perle dont il allait devenir le possesseur. Car il n'eut pas un doute, pas un nuage n'obscurcit l'horizon radieux de ses espérances, pas une voix, du fond de son cœur, ne s'éleva en disant « Prends garde ». De ce jour, M. Daburon devint plus assidu encore chez la marquise. À bien dire, il y passa sa vie. Tout en restant respectueux et réservé près de Claire, il chercha, avec un empressement habile, à être quelque chose dans sa vie. L'amour vrai est ingénieux. Il sut vaincre sa timidité pour parler à cette bien-aimée de son âme, pour la faire causer, pour l'intéresser. Il allait pour elle aux nouvelles. Il lisait tous les livres nouveaux afin de trier ceux qu'elle pouvait lire. Peu à peu, grâce à la plus délicate insistance, il parvint à apprivoiser, c'est le mot, cette jeune fille si farouche. Il s'aperçut qu'il réussissait, et sa gaucherie disparut presque. Il remarqua qu'elle ne l'accueillait plus avec cet air hautain et glacial qu'elle gardait jadis, peut-être pour le tenir à distance. Il sentait qu'insensiblement il s'avançait dans sa convenance. Elle rougissait toujours en lui parlant, mais elle osait lui adresser la parole la première. Souvent, elle l'interrogeait. Elle avait entendu dire du bien d'une pièce et voulait en connaître le sujet. Vite, M. Daburon courait la voir et rédigeait un compte-rendu qu'il lui adressait par la poste. C'était lui écrire. À diverses reprises, elle lui confia quelques petites commissions. Il n'aurait pas échangé pour l'ambassade de Russie le plaisir de trotter pour elle. Une fois, il se hasarda à lui envoyer un magnifique bouquet. Elle l'accepta avec une certaine surprise inquiète, mais elle le pria de ne pas recommencer. Les larmes lui vinrent aux yeux. Il la quitta navré et le plus désolé des hommes. « Elle ne m'aime pas, pensait-il. Elle ne m'aimera jamais. » Mais 3 jours après, comme il était affreusement triste, elle le pria de lui chercher certaines fleurs très à la mode dont elle voulait garnir une petite jardinière. Il envoya de quoi remplir l'autel de la cave au grenier. « Elle m'aimera », se disait-il dans son ravissement. Ces petits événements, si grands, n'avaient pas interrompu les parties de piquet. Seulement la jeune fille paraissait attentive maintenant au jeu. Elle prenait presque toujours parti pour le juge contre la marquise. Elle ne connaissait pas les règles, mais quand la vieille joueuse trichait trop effrontément, elle s'en apercevait et disait en riant « On vous vole, monsieur Daburon, on vous vole !» Il se serait laissé voler sa fortune pour entendre cette belle voix s'intéresser à lui. On était en été. Souvent, le soir, elle acceptait son bras, et pendant que la marquise restait sur le perron, assise dans son grand fauteuil, il tournait autour de la pelouse, marchant doucement sur l'allée sablée de sable tamisé si fin que de sa robe traînante, elle effaçait les traces de leurs pas. Elle babillait gaiement avec lui, comme avec un frère aimé, et il lui fallait se faire violence pour ne pas déposer un baiser dans cette chevelure si blonde qui moussait, pour ainsi dire, à la brise et qui s'éparpillait comme des flocons nuageux. Alors, au bout d'un sentier délicieux, jonché de fleurs comme les routes où passent les processions, il aperçoit le but, le bonheur. Il essaya de parler de ses espérances à la marquise. « Vous savez ce qui a été convenu, » lui répondit-elle. « Pas un mot. C'est bien assez déjà de la voix de ma conscience qui me reproche l'abomination à laquelle je prête la main. Dire que j'aurai peut-être une petite fille qui s'appellera Madame Daburon. Il faudra écrire au roi, mon cher, pour changer ce nom-là. » Moins enivré de ses rêves, M. Daburon, cet homme si fin, cet observateur si délié, aurait étudié le caractère de Claire. Cette étude l'eût peut-être mis sur ses gardes. Mais eût-il songé à l'observer, il ne l'eût pu. Cependant, il remarqua les singulières alternatives de son humeur. Elle semblait insoucieuse et gaie comme un enfant à certains jours, puis, pendant des semaines, elle restait sombre et abattue. En la voyant triste, le lendemain d'un bal où sa grand-mère avait tenu à la conduire, il osa lui demander la raison de sa tristesse. « Oh, cela, répondit-elle en poussant un profond soupir, c'est mon secret, un secret que ma grand-mère elle-même ne connaît pas. »
M. Daburon la regardait. Il crut voir une larme entre ses longs cils. « Un jour peut-être, reprit-elle, je me confierai à vous. Il le faudra peut-être. » Le juge était aveugle et sourd. « Moi aussi, répondit-il, j'ai un secret. Moi aussi, je veux m'en remettre à votre cœur. » En se retirant après minuit, il se disait « Demain, je lui avouerai tout. » Il y avait un peu plus de 55 jours qu'il se répétait intrépidement « Demain ». C'était un soir du mois d'août. La chaleur, toute la journée, avait été accablante. Vers la nuit, la brise s'était levée, les feuilles bruissaient. Il y avait dans l'air des frémissements d'orage. Ils étaient assis tous deux au fond du jardin, sous le berceau garni de plantes exotiques, et à travers les branches, ils apercevaient le peignoir flottant de la marquise qui se promenait après son souper. Ils étaient restés longtemps sans se parler, émus de l'émotion de la nature, oppressés par les parfums pénétrants des fleurs de la pelouse. M. Daburon osa prendre la main de la jeune fille. C'était la première fois, et cette peau si fine et si douce lui donna une commotion terrible qui lui fit affluer tout son sang au cerveau. « Mademoiselle, balbutia-t-il, Claire. » Elle arrêta sur lui ses beaux yeux surpris. « Pardonnez-moi, continua-t-il, pardonnez-moi. Je me suis adressé à votre grand-mère avant d'élever mes regards jusqu'à vous. Ne me comprenez-vous donc pas ? Un mot de votre bouche va décider de mon malheur ou de ma félicité. Claire, mademoiselle, ne me repoussez pas. Je vous aime. » Pendant que parlait le magistrat, mademoiselle d'Arlange le regardait comme si elle eût douté du témoignage de ses sens. Mais à ces mots « je vous aime », prononcés avec le frissonnement contenu de la passion la plus vive, elle dégagea brusquement sa main en étouffant un cri. « Vous » murmura-t-elle. « Est-ce bien vous, monsieur Daburon ?» Quand il se serait agi de sa vie, n'aurait pu trouver une parole. Le pressentiment d'un immense malheur serrait son cœur comme dans un étau. Que devint-il quand il vit Claire fondre en larmes ? Elle avait caché son visage entre ses mains et répétait « Je suis bien malheureuse, bien malheureuse !»« Malheureuse ? Vous ?» s'écria le magistrat. « Et par moi ? Claire, vous êtes cruelle. Au nom du ciel, qu'ai-je fait ? Qu'y a-t-il ? Parlez ! Tout plutôt que cette anxiété qui me tue. » Il se mit à genoux devant elle, sur le sable du berceau, et de nouveau essaya de prendre sa main si blanche. Elle le repoussa d'un geste attendrissant de douceur. « Laissez-moi pleurer, » disait-elle. « Je souffre. Vous allez me haïr, je le sens. Qui sait ? Vous me mépriserez peut-être. Et pourtant, je le jure devant Dieu, ce que vous venez de me dire, je l'ignorais, je ne le soupçonnais même pas. » M. Daburon restait à genoux, affaissé sur lui-même, attendant le coup de grâce. « Oui, » continuait Claire, « vous croirez à une coquetterie détestable. J'y vois maintenant, et je comprends tout. Est-ce que, sans un amour profond, un homme peut être ce que vous avez été pour moi ? Hélas, je n'étais qu'une enfant, je me suis abandonnée au bonheur si grand d'avoir un ami. Ne suis-je pas seule en ce monde et comme perdue dans un désert ? Folle et imprudente, je me livrais à vous, sans réflexion, comme au meilleur, au plus indulgent des pères. » Ce mot révélait à l'infortuné juge toute l'étendue de son erreur. Comme un marteau d'acier, il faisait voler en 1000 pièces le fragile édifice de ses espérances. Il se releva lentement et d'un ton d'involontaire reproche il répéta « Votre père ?» Mademoiselle d'Arlange comprit combien elle affligeait, combien elle blessait même cet homme dont elle n'osait mesurer l'immense amour. « Oui, » reprit-elle, « je vous aimais comme un père, comme un frère, comme toute la famille que je n'ai plus. En vous voyant, vous si grave, si austère, devenir pour moi si bon, si faible, je remerciais Dieu de m'avoir envoyé un protecteur pour remplacer ceux qui sont morts. » M. Daburon ne put retenir un sanglot. Son cœur se brisait. « Un mot,
continua Claire. Un seul mot m'eût éclairé. Que ne l'avez-vous prononcé? C'est avec tant de douceur que je m'appuyais sur vous, comme l'enfant sur sa mère. Avec quelle joie intime je me disais, je suis sûre d'un dévouement, j'ai un cœur où verser le trop-plein du mien. Ah, pourquoi ma confiance n'a-t-elle pas été plus grande encore? Pourquoi ai-je eu un secret pour vous? Je pouvais éviter cette soirée affreuse. Je devais vous l'avouer. Je ne m'appartiens plus. Librement et avec bonheur, j'ai donné ma vie à un autre. Planer dans l'azur et tout à coup retomber rudement à terre. La souffrance du juge d'instruction ne peut se décrire. Mieux eût valu parler, répondit-il. Et encore, non. Je dois à votre silence, Claire, 6 mois d'illusions délicieuses, 6 mois de rêves enchanteurs. Ce sera ma part de bonheur en ce monde. Un reste de jour permettait encore au magistrat de distinguer mademoiselle d'Arlange. Son beau visage avait la blancheur et l'immobilité du marbre. De grosses larmes glissaient, pressées et silencieuses, le long de ses joues. Il semblait à M. Daburon qu'il lui était donné de contempler ce spectacle effrayant d'une statue qui pleure. « Vous en aimez un autre » reprit-il enfin. « Un autre. Et votre grand-mère l'ignore. Claire, vous ne pouvez avoir choisi qu'un homme digne de vous. Comment la marquise ne le reçoit-elle pas ?»« Il y a des obstacles, » murmura Claire. « Des obstacles qui peut-être ne seront jamais levés. Mais une fille comme moi n'aime qu'une fois dans sa vie. Elle est l'épouse de celui qu'elle aime. Sinon, il reste Dieu. »« Des obstacles ?» fit M. Daburon d'une voix sourde. « Vous aimez un homme, vous, il le sait, et il rencontre des obstacles ?»« Je suis pauvre, » répondit mademoiselle d'Arlange, « et sa famille est immensément riche. Son père est dur, inexorable. »« Son père ?» s'écria le magistrat avec une amertume qu'il ne songeait pas à cacher. « Son père, sa famille, et cela le retient ? Vous êtes pauvre, il est riche, et cela l'arrête ? Et il se sait aimé de vous ? Ah, que ne suis-je à sa place, et que n'ai-je contre moi l'univers entier ? Quel sacrifice peut coûter à l'amour tel que je le comprends ? Ou plutôt, est-il des sacrifices ? Celui qui paraît le plus immense est-il autre chose qu'une immense joie ? Souffrir, lutter, attendre quand même, espérer toujours, se dévouer avec ivresse, c'est là aimer. C'est ainsi que j'aime, dit simplement mademoiselle d'Arlange. Cette réponse foudroya le magistrat. Il était digne de la comprendre. Tout était bien fini pour lui, sans espoir. Mais il éprouvait une sorte de volupté affreuse à se torturer encore, à se prouver son malheur par l'intensité de la souffrance. « Mais, insista-t-il, comment avez-vous pu le connaître, lui parler, où, quand ?»« Madame la marquise ne reçoit personne. »« Je dois maintenant tout vous dire, monsieur, » répondit Claire d'un ton digne. « Il y a longtemps que je le connais. C'est chez une amie de ma grand-mère, sa cousine à lui, la vieille demoiselle de Goëlo, que je l'ai aperçue pour la première fois. Là, nous nous sommes parlé. Là, je le vois encore. »« Ah !» s'écria M. Daburon, illuminé d'une lueur soudaine. « Je me rappelle, à présent, lorsque vous deviez aller chez mademoiselle de Goëlo, 3 ou 4 jours à l'avance, vous étiez plus gai que de coutume. Et vous en reveniez bien souvent triste. C'est que je voyais combien il souffre des résistances qu'il ne peut vaincre. »« Sa famille est donc bien illustre, » fit le magistrat d'un ton dur, « qu'elle repousse une alliance avec votre maison. »« Vous eussiez tout su sans question, monsieur, » répondit mademoiselle d'Arlange, « jusqu'à son nom. Il s'appelle Albert de Comarin. » La marquise, en ce moment, jugeant sa promenade assez longue, se disposait à regagner son boudoir rose tendre. Elle s'approcha du berceau.
Magistrat intègre, s'écria-t-elle de sa grosse voix. Le piquet est dressé. Sans se rendre compte de son mouvement, le magistrat se leva, balbutiant. J'y vais. Claire le retint par le bras. Je ne vous ai pas demandé le secret, monsieur, dit-elle. Oh, mademoiselle, fit le juge, blessé de cette apparence de doute. Je sais, reprit Claire, que je puis compter sur vous. Mais, quoi qu'il arrive, ma tranquillité est perdue. Monsieur Daburon la regarda d'un air surpris, son œil interrogeait. Il est certain, ajouta-t-elle, que ce que moi, jeune fille sans expérience, je n'ai pas su voir, ma grand-mère l'a vu. Si elle a continué à vous recevoir, si elle ne m'a rien dit, c'est qu'il vous est favorable, c'est que tacitement elle encourage votre recherche, que je considère, permettez-moi de vous le dire, comme très honorable pour moi. Je vous l'avais dit en commençant, mademoiselle, répondit le magistrat. Madame la marquise a daigné autoriser mes espérances. Et brièvement, il dit son entretien avec madame d'Arlange, ayant la délicatesse d'écarter absolument la question d'argent qui avait si fort influencé la vieille dame. « Je disais bien que c'en était fait de mon repos, » reprit tristement Claire. « Quand ma grand-mère apprendra que je n'ai pas accueilli votre hommage, quelle ne sera pas sa colère ?» « Vous me connaissez mal, mademoiselle, » interrompit le juge. « Je n'ai rien à dire à madame la marquise. Je me retirerai et tout sera dit. Sans doute, elle pensera que j'ai réfléchi. »« Oh, vous êtes bon et généreux, je le sais. »« Je m'éloignerai, » poursuivit M. Daburon. « Et bientôt vous aurez oublié jusqu'au nom du malheureux dont la vie vient d'être brisée. »« Vous ne pensez pas ce que vous dites là ?» fit vivement la jeune fille. « Eh bien, c'est vrai. Je me berce de cette illusion dernière que mon souvenir, plus tard, ne sera pas sans douceur pour vous. Quelquefois, vous direz, « Il m'aimait, celui-là. » C'est que je veux quand même rester votre ami. Oui, votre ami le plus dévoué. Claire, à son tour, prit avec effusion les mains de M. Daburon. « Vous avez raison, dit-elle. Il faut être mon ami. Oublions ce qui vient d'arriver, oubliez ce que vous m'avez dit. Soyez comme par le passé le meilleur et le plus indulgent des frères. » L'obscurité était venue. Elle ne pouvait le voir, mais elle comprit qu'il pleurait, car il tarda à répondre. « Est-ce possible, murmura-t-il enfin, ce que vous me demandez là ? Quoi ? C'est vous qui me parlez d'oublier ? Vous sentez-vous la force d'oublier, vous ? Ne voyez-vous pas que je vous aime 1000 fois plus que vous m'aimez ? » Il s'arrêta, ne pouvant prendre sur lui de prononcer ce nom de Comarin, et c'est avec effort qu'il ajouta « Et je vous aimerai toujours. » Ils avaient fait quelques pas hors du berceau et se trouvaient maintenant non loin du perron. « À cette heure, mademoiselle, reprit le magistrat, permettez-moi donc de vous dire adieu. Vous me reverrez rarement. Je ne reviendrai que bien juste ce qu'il faut pour éviter l'apparence d'une rupture. » Sa voix était si tremblante qu'à peine elle était distincte. « Quoi qu'il advienne, ajouta-t-il, souvenez-vous qu'il y a en ce monde un malheureux qui vous appartient absolument. Si jamais vous avez besoin d'un dévouement, venez à moi, venez à votre ami. Allons, c'est fini. J'ai du courage, Claire. Mademoiselle, une dernière fois, adieu. » Elle n'était guère moins éperdue que lui. Instinctivement, elle avança la tête et M. Daburon effleura de ses lèvres froides le front de celle qu'il aimait tant. Ils gravirent le perron, elle appuyée sur son bras, et entrèrent dans le boudoir rose où la marquise, qui commençait à s'impatienter, battait furieusement les cartes en attendant sa victime. « Allons donc, juge incorruptible !» cria-t-elle. Mais M. Daburon était mourant. Il n'aurait pas eu la force de tenir les cartes. Il balbutia quelques excuses absurdes, parla d'affaires très pressées, de devoirs à remplir, de malaise subis, et sortit en se tenant au mur. Son départ indigna la vieille joueuse. Elle se retourna vers sa petite fille,
qui était allé cacher son trouble loin des bougies de la table de jeu, et demanda « Qu'a donc ce Daburon ce soir ?» « Je ne sais, madame, » balbutia Claire. « Il me paraît, » continua la marquise, « que ce petit juge s'émancipe singulièrement et se permet des façons impertinentes. Il faudra le remettre à sa place, car il finirait par se croire notre égal. » Claire essaya de justifier le magistrat. Il lui avait paru très changé et s'était plaint une partie de la soirée. Ne pouvait-il être malade ? « Eh bien, quand cela serait, reprit la marquise, son devoir n'est-il pas de reconnaître par quelque renoncement la faveur de notre compagnie ? Je crois t'avoir déjà conté l'histoire de notre grand-oncle, le duc de Saint-Turuge. Désigné pour faire la partie du roi au retour d'une chasse, il joua toute la soirée et perdit le plus galamment du monde 220 pistoles. Toute l'assemblée remarqua sa gaieté et sa belle humeur. Le lendemain seulement, on apprit qu'il était tombé de cheval dans la journée et qu'il avait tenu les cartes de sa majesté ayant une côte enfoncée. On ne récria point, tant cet acte de respect était naturel. Ce petit juge, s'il est malade, aurait fait preuve d'honnêteté en se taisant et en restant pour mon piquet. Mais il se porte comme moi. Qui sait quel brelan il est allé courir. Chapitre 7. Monsieur Daburon ne rentra pas chez lui en sortant de l'hôtel d'Arlange. Toute la nuit, il erra au hasard, cherchant un peu de fraîcheur pour sa tête brûlante, demandant un peu de calme à une lassitude excessive. « Fou que je suis !» se disait-il. « 1000 fois fou d'avoir espéré, d'avoir cru qu'elle m'aimerait jamais. Insensé ! Comment ai-je osé rêver la possession de tant de grâce, de noblesse et de beauté ? Combien elle était belle, ce soir, le visage inondé de larmes. Peut-on imaginer rien de plus angélique ? Quelle expression sublime avaient ses yeux en parlant de lui. C'est qu'elle l'aime. Et moi, elle me chérit comme un père. Elle me l'a dit, comme un père. En pouvait-il être autrement ? N'est-ce pas justice ? Devait-elle voir un amant en ce juge sombre et sévère, toujours triste comme son costume noir ? N'était-il pas honteux de songer à unir tant de virginale candeur à ma détestable science du monde ? Pour elle, l'avenir est encore le pays des riantes chimères, et depuis longtemps l'expérience a flétri toutes mes illusions. Elle est jeune comme l'innocence, et je suis vieux comme le vice. L'infortuné magistrat se faisait véritablement horreur. Il comprenait Claire et l'excusait. Il s'en voulait de l'excès de douleur qu'il lui avait montré. Il se reprochait d'avoir troublé sa vie. Il ne se pardonnait pas d'avoir parlé de son amour. Ne devait-il pas prévoir ce qui était arrivé ? Qu'elle le repousserait et qu'ainsi il allait se priver de cette félicité céleste de la voir, de l'entendre, de l'adorer silencieusement. Il faut, poursuivit-il, qu'une jeune fille puisse rêver à son amant. En lui, elle doit caresser un idéal. Elle se plaît à le parer de toutes les qualités brillantes, à l'imaginer plein de noblesse, de bravoure, d'héroïsme. Qu'advenait-il si, en mon absence, elle songeait à moi ? Son imagination me représentait drapée d'une robe funèbre, au fond d'un lugubre cachot, aux prises avec quelque scélérat immonde. N'est-ce pas mon métier de descendre dans tous les cloaques, de remuer la fange de tous les crimes ? Ne suis-je pas condamné à laver dans l'ombre le linge sale de la plus corrompue des sociétés ? Ah, il est des professions fatales. Est-ce que le juge, comme le prêtre, ne devrait pas se condamner à la solitude et au célibat ? L'un et l'autre, ils savent tout, ils ont tout entendu. Leur costume est presque le même. Mais pendant que le prêtre, dans les plis de sa robe noire, apporte la consolation, le juge apporte l'effroi. L'un est la miséricorde, l'autre le châtiment. Voilà quelles images éveillaient mon souvenir, tandis que l'autre. Cet homme infortuné continuait sa course folle le long des quais déserts. Il allait, la tête nue, les yeux hagards, pour respirer plus librement. Il avait arraché sa cravate et l'avait jetée au vent. Parfois, il croisait, sans le voir, quelques rares passants. Le passant s'arrêtait, touché de pitié, et se détournait pour regarder s'éloigner ce malheureux qu'il supposait privé de raison. Dans un chemin perdu, près de Grenelle, des sergents de ville s'approchèrent de lui et essayèrent de l'interroger.
Il les repoussa, mais machinalement, et leur tendit une de ses cartes de visite. Ils lurent et le laissèrent passer, convaincus qu'il était ivre. La colère, une colère furibonde, avait remplacé sa résignation première. Dans son cœur, une haine s'élevait plus forte et plus violente que son amour pour Claire. Cet autre, ce préféré, ce noble vicomte qui ne savait pas triompher des obstacles, que ne le tenait-il là, sous son genou? En ce moment, cet homme noble et fier, ce magistrat si sévère pour lui-même, s'expliqua les délices irrésistibles de la vengeance. Il comprit la haine qui s'arme d'un poignard, qui s'embusque lâchement dans les recoins sombres, qui frappe dans les ténèbres, en face ou dans le dos, peu importe, mais qui frappe, qui tue, qui veut du sang pour son assouvissement. En ce moment, précisément, il était chargé d'instruire l'affaire d'une pauvre fille publique, accusée d'avoir donné un coup de couteau à une de ses tristes compagnes. Elle était jalouse de cette femme qui avait cherché à lui enlever son amant, un soldat ivrogne et grossier. M. Daburon se sentait saisi de pitié pour cette misérable créature qu'il avait commencé d'interroger la veille. Elle était très laide et vraiment repoussante, mais l'expression de ses yeux, quand elle parlait de son soldat, revenait à la mémoire du juge. Elle l'aime véritablement, pensait-il. Si chacun des jurés avait souffert ce que je souffre, elle serait acquittée. Mais combien d'hommes ont eu dans leur vie une passion? Peut-être pas un sur 20. Il se promit de recommander cette fille à l'indulgence du tribunal et d'atténuer autant qu'il le pourrait le crime dont elle s'était rendue coupable. Lui-même venait de se décider à commettre un crime. Il était résolu à tuer M. Albert de Comarin. Pendant le reste de la nuit, il ne fit que s'affermir dans cette résolution, se démontrant par 1000 raisons folles, qu'il trouvait solides et indiscutables, la nécessité et la légitimité de cette vengeance. Sur les 7 heures du matin, il se trouvait dans une allée du bois de Boulogne, non loin du lac. Il gagna la porte Maillot, prit une voiture et se fit conduire chez lui. Le délire de la nuit continuait, mais sans souffrance. Il ne sentait aucune fatigue. Calme et froid, il agissait sous l'empire d'une hallucination, à peu près comme un somnambule. Il réfléchissait et raisonnait, mais ce n'était pas avec sa raison. Chez lui, il se fit habiller avec soin, comme autrefois lorsqu'il devait aller chez la marquise d'Arlange, et sortit. Il passa d'abord chez un armurier et acheta un petit revolver qu'il fit charger avec soin sous ses yeux et qu'il mit dans sa poche. Il se rendit ensuite chez les personnes qu'il supposait capables de lui apprendre de quel club était le vicomte. Nulle part on ne s'aperçut de l'étrange situation de son esprit, tant sa conversation et ses manières étaient naturelles. Dans l'après-midi seulement, un jeune homme de ses amis lui nomma le cercle de M. de Comarin, fils, et lui proposa de l'y conduire, en faisant partie lui-même. M. Daburon accepta avec empressement et suivit son ami. Le long de la route, il serrait avec frénésie le bois du revolver qu'il tenait caché. Il ne pensait qu'au meurtre qu'il voulait commettre et au moyen de ne pas manquer son coup. « Cela va faire, se disait-il froidement, un scandale affreux, surtout si je ne réussis pas à me brûler la cervelle aussitôt. On m'arrêtera, on me mettra en prison, je passerai en cour d'assises. Voilà mon nom déshonoré. Baste, que m'importe, je ne suis pas aimé de Claire, que me fait le reste? Mon père mourra sans doute de douleur, mais il faut que je me venge. » Arrivés au club, son ami lui montra un jeune homme très brun, à l'air hautain à ce qui lui parut, qui, accoudé à une table, lisait une revue. C'était le vicomte. M. Daburon marcha sur lui sans sortir son revolver. Mais, arrivé à 2 pas, le cœur lui manqua. Il tourna brusquement les talons et s'enfuit, laissant son ami stupéfié d'une scène dont il lui était impossible de se rendre compte. M. Albert de Comarin ne verra jamais la mort d'aussi près qu'une fois. Arrivé dans la rue, M. Daburon sentit que la terre fuyait sous ses pas. Tout tournait autour de lui. Il voulut crier et ne le put. Il battit l'air de ses mains, chancela un instant et enfin tomba comme une masse sur le trottoir.
Des passants accoururent et aidèrent les sergents de ville à le relever. Dans une de ses poches, on trouva son adresse. On le porta à son domicile. Quand il reprit ses sens, il était couché et il aperçut son père au pied de son lit. Que s'était-il donc passé ? On lui apprit, avec bien des ménagements, que pendant 6 semaines, il avait flotté entre la vie et la mort. Les médecins le déclaraient sauvé. Maintenant, il était remis. Il allait bien. 5 minutes de conversation l'avaient épuisé. Il ferma les yeux et chercha à recueillir ses idées, qui s'étaient éparpillées comme les feuilles d'un arbre en automne par une tempête. Le passé lui semblait noyé dans un brouillard opaque, mais au milieu de ces ténèbres, tout ce qui concernait mademoiselle d'Arlange se détachait précis et lumineux. Toutes ses actions, à partir du moment où il avait embrassé Claire, il les revoyait comme un tableau fortement éclairé. Il frémit et ses cheveux, en un moment, furent trempés de sueur. Il avait failli devenir assassin. Et la preuve qu'il était vraiment remis et qu'il avait repris la pleine possession de ses facultés, c'est qu'une question de droit criminel traversa son cerveau. Le crime commis, se dit-il. Aurais-je été condamné ? Oui. Étais-je responsable ? Non. Le crime serait-il une forme de l'aliénation mentale ? Étais-je fou ? Étais-je dans l'état particulier qui doit précéder un attentat ? Qui saura me répondre ? Pourquoi tous les juges n'ont-ils pas traversé une incompréhensible crise comme la mienne ? Mais qui me croirait si je racontais ce qui m'est arrivé ? Quelques jours plus tard, le mieux se soutenant, il le conta à son père, qui haussa les épaules et lui assura que c'était là une mauvaise réminiscence de délire. Ce père, qui était bon, fut ému au récit des amours si tristes de son fils, sans y voir cependant un malheur irréparable. Il lui conseilla la distraction, mit à sa disposition toute sa fortune et l'engagea fort à épouser une bonne grosse héritière poitevine, gaie et bien portante, qui lui ferait des enfants superbes. Puis, comme ses terres souffraient de son absence, il repartit pour sa province. 2 mois plus tard, le juge d'instruction avait repris sa vie et ses travaux habituels. Mais il avait beau faire, il agissait comme un corps sans âme. Au-dedans de lui, il le sentait, quelque chose était brisé. Une fois, il voulut aller voir sa vieille amie la marquise. En l'apercevant, elle poussa un cri de terreur. Elle l'avait pris pour un spectre, tant il était différent de celui qu'elle avait connu. Comme elle redoutait les figures funèbres, elle le consigna à sa porte. Claire fut malade 1 semaine à sa vue. « Comme il m'aimait, se disait-elle. Il a failli mourir. Albert m'aime-t-il autant ?» Elle n'osait se répondre. Elle aurait voulu le consoler, lui parler, tenter quelque chose. Il ne se montra plus. Monsieur Daburon n'était cependant pas homme à se laisser abattre sans lutter. Il voulut, comme disait son père, se distraire. Il chercha le plaisir et trouva le dégoût, mais non l'oubli. Souvent, il alla jusqu'au seuil de la débauche. Toujours une céleste figure, Claire, vêtue de blanc, lui barra la porte. Alors il se réfugia dans le travail ainsi que dans un sanctuaire. Il se condamna au plus rude labeur, se défendant de penser à Claire, pareil au poitrinaire qui s'interdit de songer à son mal. Son âpreté à la besogne, sa fiévreuse activité lui valurent la réputation d'un ambitieux qui devait aller loin. Il ne se souciait de rien au monde. À la longue, il trouva non le repos, mais cet engourdissement exempt de douleur qui suit les grandes catastrophes. La convalescence de l'oubli commençait pour lui. Voilà quels événements ce nom de Comarin prononcé par le père Tabaret rappelait à M. Daburon. Il les croyait ensevelis sous la cendre du temps, et voilà qu'ils surgissaient comme ces caractères qu'on trace avec une encre sympathique, et qui apparaissent si l'on vient à approcher le papier du feu. En un instant, ils se déroulèrent devant ses yeux,
avec cette merveilleuse instantanéité du songe qui supprime le temps et l'espace. Pendant quelques minutes, grâce à un phénomène admirable de dédoublement, il assista, pour ainsi dire, à la représentation de sa propre vie. Acteur et spectateur ensemble, il était là, assis dans son fauteuil, et il paraissait sur le théâtre. Il agissait et il se jugeait. Sa première pensée, il faut l'avouer, fut une pensée de haine, suivie d'un détestable sentiment de satisfaction. Le hasard lui livrait cet homme préféré par Claire. Ce n'était plus un hautain gentilhomme illustré par sa fortune et par ses aïeux, c'était un bâtard, le fils d'une femme galante. Pour garder un nom volé, il avait commis le plus lâche des assassinats. Et lui, le juge, il allait éprouver cette volupté infinie de frapper son ennemi avec le glaive de la loi. Mais ce ne fut qu'un éclair. La conscience de l'honnête homme se révolta et fit entendre sa voix toute puissante. Est-il rien de plus monstrueux que l'association de ces deux idées, la haine et la justice ? Un juge peut-il, sans se mépriser plus que les êtres vils qu'il condamne, se souvenir qu'un coupable dont le sort est entre ses mains a été son ennemi ? Un juge d'instruction a-t-il le droit d'user de ses exorbitants pouvoirs contre un prévenu, tant qu'au fond de son cœur il reste une goutte de fiel ? M. Daburon se répéta ce que tant de fois depuis 1 an il s'était dit en commençant une instruction. Et moi aussi, j'ai failli me souiller d'un meurtre abominable. Et voilà que, précisément, il allait avoir à faire arrêter, à interroger, à livrer à la cour d'assises celui qu'il avait eu la ferme volonté de tuer. Tout le monde, certes, ignorait ce crime de pensée et d'intention, mais pouvait-il, lui, l'oublier ? N'était-ce pas ou jamais le cas de se récuser, de donner sa démission ? Ne devait-il pas se retirer, se laver les mains du sang répandu, laissant à un autre le soin de le venger, au nom de la société ? Non, prononça-t-il, ce serait une lâcheté indigne de moi. Un projet de générosité folle lui vint. Si je le sauvais, murmura-t-il, si, pour Claire, je lui laissais l'honneur et la vie. Mais comment le sauver ? Je devrais pour cela ne tenir aucun compte des découvertes du père Tabaret et lui imposer la complicité du silence. Il faudra volontairement faire fausse route, courir avec Gévrol après un meurtrier chimérique. Est-ce praticable ? D'ailleurs, épargner Albert, c'est déchirer les titres de Noël. C'est assurer l'impunité de la plus odieuse des trahisons. Enfin, c'est encore et toujours sacrifier la justice à ma passion. Le magistrat souffrait. Comment prendre un parti au milieu de tant de perplexités, tiraillé par des intérêts divers ? Il flottait indécis entre les déterminations les plus opposées, son esprit oscillait d'un extrême à l'autre. Que faire ? Sa raison, après un nouveau choc si imprévu, cherchait en vain son équilibre. Reculer, se disait-il. Où donc serait mon courage ? Ne dois-je pas rester le représentant de la loi que rien n'émeut et que rien ne touche ? Suis-je si faible qu'en revêtant ma robe, je ne sache pas me dépouiller de ma personnalité ? Ne puis-je, pour le présent, faire abstraction du passé ? Mon devoir est de poursuivre l'enquête. Claire elle-même m'ordonnerait d'agir ainsi. Voudrait-elle d'un homme souillé d'un soupçon ? Jamais. S'il est innocent, qu'il soit sauvé. S'il est coupable, qu'il périsse. C'était fort bien raisonné. Mais au fond de son cœur, 1000 inquiétudes dardaient leurs épines. Il avait besoin de se rassurer. « Est-ce que je le hais encore, cet homme ?» continua-t-il. « Non, certes. Si Claire l'a préféré à moi, qu'il ne connaît pas, c'est à elle et non à lui que je dois en vouloir. Ma fureur n'a été qu'un accès passager de délire. Je le prouverai. Je veux qu'il trouve en moi autant un conseiller qu'un juge. S'il n'est pas coupable, il disposera, pour établir ses preuves, de tout cet appareil formidable d'agents et de moyens qui est entre les mains du parquet. Oui, je puis être le juge.
Dieu, qui lit au fond des consciences, voit que j'aime assez clair pour souhaiter de toutes mes forces l'innocence de son amant. » Alors seulement, M. Daburon se rendit vaguement compte du temps écoulé. Il était près de 3 heures du matin. « Ah, mon Dieu, et le père Tabaret qui m'attend. Je vais le trouver endormi. » Mais le père Tabaret ne dormait pas, et il n'avait guère plus que le juge senti glisser les heures. 10 minutes lui avaient suffi pour dresser l'inventaire du cabinet de M. Daburon, qui était vaste et d'une magnificence sévère, tout à fait en rapport avec la position du magistrat. Armé d'un flambeau, il s'approcha des 6 tableaux de maître qui rompaient la nudité de la boiserie et les admira. Il examina curieusement quelques bronzes rares placés sur la cheminée et sur une console, et il donna à la bibliothèque un coup d'œil de connaisseur. Après quoi, prenant sur la table un journal du soir, il se rapprocha du foyer et se plongea dans une vaste bergère. Il n'avait pas seulement lu le tiers du premier Paris, lequel, comme tous les premiers Paris d'alors, s'occupait exclusivement de la question romaine, que, lâchant le journal, il s'absorbait dans ses méditations. L'idée fixe, plus forte que la volonté, bien autrement intéressante pour lui que la politique, le ramenait invinciblement à la jonchère, près du cadavre de la veuve Lerouge. Comme l'enfant qui 1000 et 1000 fois brouille et remet en ordre son jeu de patience, il mêlait et reprenait la série de ses inductions et de ses raisonnements. Certes, il n'y avait plus rien de douteux pour lui dans cette triste affaire. De A à Z, il croyait connaître tout. Il savait à quoi s'en tenir, et M. Daburon, il l'avait vu, partageait ses opinions. Cependant, que de difficultés encore. C'est qu'entre le juge d'instruction et le prévenu se trouve un tribunal suprême, institution admirable qui est notre garantie à tous tant que nous sommes, pouvoir essentiellement modérateur, le jury. Et le jury, Dieu merci, ne se contente pas d'une conviction banale. Les plus fortes probabilités peuvent l'émouvoir et l'ébranler, elles ne lui arrachent pas un verdict affirmatif. Placé sur un terrain neutre, entre la prévention qui expose sa thèse et la défense qui développe son roman, il demande des preuves matérielles et exige qu'on les lui fasse toucher du doigt. Là où des magistrats condamneraient 20 fois pour une, en toute sécurité de conscience, et justement, qui plus est, il acquitte, parce que l'évidence n'a pas lui. La déplorable exécution de Le Surq a assuré l'impunité de bien des crimes, et, il faut le dire, elle justifie cette impunité. Le fait est que, sauf les cas de flagrant délit ou d'aveu, il n'y a pas d'affaire sûre pour le ministère public. Parfois, il est aussi anxieux que l'accusé lui-même. Presque tous les crimes ont même pour la justice et pour la police un côté mystérieux et en quelque sorte impénétrable. Le génie de l'avocat est de deviner cet endroit faible et d'y concentrer ses efforts. Par là, il insinue le doute. Un incident habilement soulevé à l'audience, au dernier moment, peut changer la face d'un procès. Cette incertitude d'un résultat explique le caractère de passion que revêtent souvent les débats. Et à mesure que monte le niveau de la civilisation, les jurés, dans les causes graves, deviennent plus timides et plus hésitants. C'est avec une inquiétude croissante qu'ils portent le fardeau de leurs responsabilités. Déjà bon nombre d'entre eux reculent devant l'idée de la peine de mort. S'il se trouve qu'elle est appliquée, ils demandent à se laver du sang du condamné. On en a vu signer un recours en grâce. Et pour qui ? Pour un parricide. Chaque juré, au moment d'entrer dans la salle de délibération, songe infiniment moins à ce qu'il vient d'entendre qu'au risque qu'il court de préparer à ses nuits d'éternels remords. Il n'en est pas un qui, plutôt que de s'exposer à retenir un innocent, ne soit résolu à lâcher 30 scélérats. L'accusation doit donc arriver devant le jury, armée de toutes pièces et les mains pleines de preuves. C'est au juge d'instruction à forger ses armes et à condenser ses preuves. Tâche délicate, hérissée de difficultés, souvent très longues.
Il arrive que le prévenu ait du sang-froid, qu'il soit certain de n'avoir pas laissé de traces. Alors, du fond de son cachot, au secret, il défie tous les assauts de la justice. C'est une lutte terrible et qui fait frémir si l'on vient à songer qu'après tout cet homme, enfermé sans conseil et sans défense, peut être innocent. Le juge saura-t-il résister aux entraînements de sa conviction intime ? Bien souvent, la justice est réduite à s'avouer vaincue. Elle est persuadée qu'elle a trouvé le coupable, la logique le lui montre, le bon sens le lui indique, et cependant elle doit renoncer aux poursuites, faute de témoignages suffisants. Il est malheureusement des crimes impunis. Un ancien avocat général avouait un jour qu'il connaissait jusqu'à 3 assassins riches, heureux, honorés, qui, à moins de circonstances improbables, finiraient dans leur lit, entourés de leur famille, et auraient un bel enterrement avec une magnifique épitaphe sur leur tombe. À cette idée qu'un meurtre peut éviter l'action de la justice, se dérober à la cour d'assises, le sang du père Tabaret bouillait dans ses veines, comme au souvenir d'une cruelle injure personnelle. Une telle monstruosité, à son avis, ne pouvait provenir que de l'ineptie des magistrats chargés de l'enquête sommaire, de la maladresse des agents de la police ou de l'incapacité et de la mollesse du juge d'instruction. « Ce n'est pas moi, marmottait-il avec la vaniteuse satisfaction du succès, qui lâcherai jamais ma proie. Il n'est pas de crime bien constaté dont l'auteur ne soit trouvable, à moins pourtant que cet auteur ne soit un fou dont le mobile échappe au raisonnement. Je passerai ma vie à la recherche d'un coupable, et je périrai avant de m'avouer vaincu, comme cela est arrivé tant de fois à Gévrol. » Cette fois encore, le père Tabaret, le hasard aidant, avait réussi. Il se le répétait. Mais quelle preuve fournir à la prévention, à ce maudit jury si méticuleux, si formaliste et si poltron ? Qu'imaginer pour forcer à se découvrir un homme fort, parfaitement sur ses gardes, couvert par sa position et sans doute par ses précautions prises ? Quel traquenard préparer, à quel stratagème neuf et infaillible avoir recours ? Le volontaire de la police s'épuisait en combinaisons subtiles mais impraticables, toujours arrêté par cette fatale légalité si nuisible aux emplois des chevaliers de la rue de Jérusalem. Il s'appliquait si fort à ses conceptions, tantôt ingénieuses et tantôt grossières, qu'il n'entendit pas ouvrir la porte du cabinet et ne s'aperçut nullement de la présence du juge d'instruction. Il fallut, pour l'arracher à ses problèmes, la voix de M. Daburon, qui disait avec un accent encore ému : « Vous m'excuserez, monsieur Tabaret, de vous avoir laissé si longtemps seul. » Le bonhomme se leva pour dessiner un respectueux salut de 45 au degré. « Ma foi, monsieur, répondit-il, je n'ai pas eu le loisir de m'apercevoir de ma solitude. » M. Daburon avait traversé la pièce et était allé s'asseoir en face de son agent, devant un guéridon encombré des papiers et des documents se rattachant au crime. Il paraissait très fatigué. « J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, à toute cette affaire. »« Et moi donc, interrompit le père Tabaret, je m'inquiétais, monsieur, lorsque vous êtes entré, de l'attitude probable du vicomte de Commarin au moment de son arrestation. Rien de plus important, selon moi. S'emportera-t-il ? Essayera-t-il d'intimider les agents ? Les menacera-t-il de les jeter dehors ? C'est assez la tactique des criminels huppés. Je crois pourtant qu'il restera calme et froid. C'est dans la logique du caractère que se relève la perpétration du crime. Il fera montre, vous le verrez, d'une assurance superbe. Il jugera qu'il est sans doute victime de quelque malentendu. Il insistera pour voir immédiatement le juge d'instruction, afin de tout éclaircir au plus vite. » Le bonhomme parlait si bien de ses suppositions comme d'une réalité, il avait un tel ton d'assurance que M. Daburon ne put s'empêcher de sourire. « Nous n'en sommes pas encore là, dit-il. »« Mais nous y serons dans quelques heures, reprit vivement le père Tabaret. Je suppose que, dès qu'il fera jour, monsieur le juge d'instruction donnera des ordres pour que monsieur de Commarin, fils, soit arrêté. » Le juge tressaillit comme le malade qui voit son chirurgien déposer, en entrant, sa trousse sur un meuble.
Le moment d'agir arrivait. Il mesurait la distance incommensurable qui sépare l'idée du fait, la décision de l'acte. « Vous êtes prompt, monsieur Tabaret, fit-il. Vous ne connaissez pas d'obstacle. Puisqu'il est coupable. Je le demanderai à monsieur le juge. Qui aurait commis ce crime sinon lui ? Qui avait intérêt à supprimer la veuve Le Rouge, son témoignage, ses papiers, ses lettres ? Lui, uniquement lui. Mon Noël, qui est bête comme un honnête homme, l'a prévenu. Il a agi. Que sa culpabilité ne soit pas établie, il reste plus comarin que jamais. Et mon avocat est Gerdy jusqu'au cimetière. Oui, mais... Le bonhomme fixa sur le juge un regard stupéfait. « Monsieur le juge voit donc des difficultés ?» demanda-t-il. « Eh, sans doute, » répondit monsieur Daburon. « Cette affaire est de celles qui commandent la plus grande circonspection. Dans des cas pareils à celui-ci, on ne doit frapper qu'à coup sûr, et nous n'avons que des présomptions. Les plus concluantes, je le sais, mais enfin, des présomptions. Si nous nous trompions, la justice, malheureusement, ne peut jamais réparer complètement ses erreurs. Sa main posée injustement sur un homme laisse une empreinte qui ne s'efface plus. Elle reconnaît qu'elle s'est trompée, elle l'avoue hautement, elle le proclame. En vain. L'opinion absurde, idiote, ne pardonne pas à un homme d'avoir pu être soupçonné. C'est en poussant de gros soupirs que le père Tabaret écoutait ces réflexions. Ce n'est pas lui qui eût été retenu par de si mesquines considérations. « Nos soupçons sont fondés, » continua le juge. « J'en suis persuadé. Mais s'ils étaient faux, notre précipitation serait pour ce jeune homme un affreux malheur. Et encore, quel éclat, quel scandale! Y avez-vous songé? Vous ne savez pas tout ce qu'une démarche risquée peut coûter à l'autorité, à la dignité de la justice, au respect qui constitue sa force. L'erreur appelle la discussion, provoque l'examen, enfin éveille la méfiance à une époque où tous les esprits ne sont que trop disposés à se défier des pouvoirs constitués. » Il s'appuya sur le guéridon et parut réfléchir profondément. « Pas de chance, » pensait le père Tabaret. « J'ai affaire à un trembleur. » Il faudrait agir, il parle. Signer des mandats, il pousse des théories. Il est étourdi de ma découverte et il a peur. Je supposais, en accourant ici, qu'il serait ravi. Point. Il donnerait bien un louis de sa poche pour ne m'avoir pas fait appeler. Il ne saurait rien et dormirait du sommeil épais de l'ignorance. Ah, voilà. On voudrait bien avoir dans son filet des tas de petits poissons, mais on ne se soucie pas des gros. Les gros sont dangereux. On les lâcherait volontiers. Peut-être, dit à haute voix monsieur Daburon, peut-être suffirait-il d'un mandat de perquisition et d'un autre de comparution. Alors, tout est perdu, s'écria le père Tabaret. En quoi, s'il vous plaît? Hélas, monsieur le juge le sait mieux que moi, qui ne suis qu'un pauvre vieux. Nous sommes en face de la préméditation la plus habile et la plus raffinée. Un hasard miraculeux nous a mis sur la trace de l'ennemi. Si nous lui laissons le temps de respirer, il nous échappe. Le juge, pour toute réponse, inclina la tête, peut-être en signe d'assentiment. Il est évident, continua le père Tabaret, que notre adversaire est un homme de première force, d'un sang-froid surprenant, d'une habileté consommée. Ce gaillard-là doit avoir tout prévu, tout absolument, jusqu'à la possibilité improbable d'un soupçon s'élevant jusqu'à lui. Or, ces précautions sont prises. Si monsieur le juge se contente d'un mandat de comparution, le gredin est sauvé. Il comparaîtra tranquille comme Baptiste, absolument comme s'il s'agissait d'un duel. Il nous arrivera nanti du plus magnifique alibi qui se puisse voir, d'un alibi irrécusable. Il va prouver qu'il a passé la soirée et la nuit du mardi et de mercredi avec les personnages les plus considérables. Il aura dîné avec le comte Machin, joué avec le marquis Chose, soupé avec le duc Untel. La baronne de ci et la vicomtesse de là ne l'auront pas perdu de vue une minute. Enfin, le coup sera si bien monté, tous les trucs joueront si bien qu'il faudra lui ouvrir la porte et encore lui présenter des excuses sur l'escalier. Il n'est qu'un moyen de le convaincre.
c'est de le surprendre par une rapidité contre laquelle il est impossible qu'il soit en garde. On doit tomber chez lui comme la foudre, l'arrêter au réveil, l'entraîner encore tout abasourdi, et l'interroger là, sur le champ, hic et nunc, tout chaud encore de son lit. C'est la seule chance qu'il soit de surprendre quelque chose. Ah, que ne suis-je, pour un jour, juge d'instruction. Le père Tabaret s'arrêta court, saisi de la crainte de manquer de respect au magistrat. Mais M. Daburon n'avait nullement l'air choqué. « Poursuivez, dit-il d'un ton encourageant. « Poursuivez. »« Donc, reprit le bonhomme, je suis juge d'instruction. Je fais arrêter mon bonhomme, et 20 minutes plus tard, il est dans mon cabinet. Je ne m'amuse point à lui poser des questions plus ou moins captieuses. Non, je vais droit au but. Je l'accable tout d'abord du poids de ma certitude. Quel pavé! Je lui prouve que je sais tout, si évidemment, si clairement, si péremptoirement qu'il se rend, ne pouvant agir autrement. Non, je ne l'interroge pas, je ne lui laisse pas ouvrir la bouche, je parle le premier. Et voici mon discours. Mon bonhomme, vous m'apportez un alibi? C'est fort bien, mais nous connaissons ce moyen, l'ayant pratiqué. Il est usé. On est fixé sur les pendules qui retardent ou avancent. Donc, 100 personnes ne vous ont pas perdu de vue, c'est admis. Cependant, voici ce que vous avez fait. À 8h20, vous avez filé adroitement. À 8h35, vous preniez le chemin de fer, rue Saint-Lazare. À 9h, vous descendiez à la gare de Rueil et vous vous élanciez sur la route de la Jonchère. À 9h15, vous frappiez au volet de la veuve Le Rouge, qui vous ouvrait et à qui vous demandiez à manger un morceau et surtout à boire un coup. À 9h25, vous lui plantiez un morceau de fleuret bien aiguisé entre les épaules. Vous bouleversiez tout dans la maison et vous brûliez certains papiers. Vous savez. Après quoi, enveloppant dans une serviette tous les objets précieux pour faire croire à un vol, vous sortiez en fermant la porte à double tour. Arrivé à la Seine, vous avez jeté votre paquet dans l'eau, vous avez regagné la station du chemin de fer à pied et à 11h, vous reparaissiez frais et dispos. C'est bien joué. Seulement, vous avez compté 102 adversaires, un agent de police assez madré, surnommé Tirauclair, et un autre, plus capable encore, qui a nom le hasard. À eux deux, ils vous font perdre la partie. D'ailleurs, vous avez eu le tort de porter des bottes trop fines, de conserver vos gants gris perle et de vous embarrasser d'un chapeau de soie et d'un parapluie. Maintenant, avouez, ce sera plus court, et je vous donnerai la permission de fumer dans votre prison de ces excellents trabucos que vous aimez et que vous brûlez toujours avec un bout d'ambre. Le père Tabaret avait grandi de 2 pouces, tant était grand son enthousiasme. Il regarda le magistrat comme pour quêter un sourire approbateur. « Oui, continua-t-il après avoir repris haleine, je lui dirai cela et non autre chose. Et, à moins que cet homme ne soit 1000 fois plus fort que je ne le suppose, à moins qu'il ne soit de bronze, de marbre, d'acier, je le verrai à mes pieds et j'obtiendrai un aveu. » Et s'il était de bronze, en effet, dit M. Daburon, s'il ne tombait pas à vos pieds, que feriez-vous ? La question, évidemment, embarrassa le bonhomme. « Dame, balbutia-t-il, je ne sais, je verrai, je chercherai, mais il avouerait. » Après un assez long silence, M. Daburon prit une plume et écrivit quelques lignes à la hâte. « Je me rends, dit-il. M. Albert de Comarin va être arrêté, c'est maintenant décidé. Mais les formalités et les perquisitions prendront un certain temps qui, d'un autre côté, m'est nécessaire. Je veux interroger, avant le prévenu, son père, le comte de Comarin, et encore ce jeune avocat, votre ami, M. Noël Gerdy. Les lettres qu'il possède me sont indispensables. » À ce nom de Gerdy, la figure du père Tabaret s'assombrit et exprima la plus comique inquiétude. « Sapristi !» s'exclama-t-il. « Voilà ce que je redoutais. »« Quoi ?» demanda M. Daburon. « Et la nécessité des lettres de Noël ? Naturellement, il va savoir qui a mis la justice sur les traces du crime. Me voilà dans de beaux draps. C'est à moi qu'il devra la reconnaissance de ses droits, n'est-ce pas ?
Pensez-vous qu'il me sera reconnaissant? Point, il me méprisera. Il me fuira quand il saura que Tabaret, Rentier et Tirauclair, l'agent, se coiffent dans le même bonnet de coton. Pauvre humanité! Avant 8 jours, mes plus vieux amis me refuseront la main, comme si ce n'était pas un bonheur de servir la justice. Je vais être réduit à changer de quartier, à prendre un faux nom. Il pleurait presque, tant sa peine était grande. Le magistrat en fut touché. Rassurez-vous, cher monsieur Tabaret, lui dit-il, je ne mentirai pas, mais je m'arrangerai de telle sorte que votre fils d'adoption, votre Benjamin, ne saura rien. Je lui laisserai entrevoir que je suis arrivé jusqu'à lui par des papiers trouvés chez la veuve Le Rouge. Le bonhomme, transporté, saisit la main du juge et la porta à ses lèvres. « Oh, merci, monsieur !» s'écria-t-il. « Merci 1000 fois. Vous êtes grand, vous êtes... Et moi, qui tout à l'heure... Mais suffit. Je me trouverai, si vous le permettez, à l'arrestation. Je serai très satisfait d'assister aux perquisitions. »« Je comptais vous le demander, monsieur Tabaret, » répondit le juge. Les lampes pâlissaient et devenaient fumeuses. Le toit des maisons blanchissait, le jour se levait. Déjà, dans le lointain, on entendait le roulement des voitures matinales. Paris s'éveillait. « Je n'ai pas de temps à perdre, » poursuivit M. Daburon, « si je veux que toutes mes mesures soient bien prises. Je tiens absolument à voir le procureur impérial. Je le ferai réveiller s'il le faut. Je me rendrai de chez lui directement au palais. J'y serai avant 8 heures. Je désire, monsieur Tabaret, vous y trouver à mes ordres. » Le bonhomme remerciait et s'inclinait quand le domestique du magistrat parut. « Voici, monsieur, dit-il à son maître, un pli que vient d'apporter un gendarme de Bougival. Il attend la réponse dans l'antichambre. »« Très bien, répondit M. Daburon. Demandez à cet homme s'il n'a besoin de rien, et dans tous les cas, offrez-lui un verre de vin. » En même temps, il brisait l'enveloppe de la dépêche. « Tiens, fit-il, une lettre de Gévrol. » Et il lut. « Monsieur le juge d'instruction, j'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis sur la trace de l'homme aux boucles d'oreilles. Je viens d'apprendre de ses nouvelles chez un marchand de vin où des ivrognes étaient attardés. Notre homme est rentré chez le marchand de vin dimanche matin en sortant de chez la veuve Le Rouge. Il a commencé par acheter et payer 2 litres de vin. Puis il s'est frappé le front et a dit « Vieille bête, j'oubliais que c'est demain la fête du bateau. » Il a aussitôt demandé 3 autres litres. J'ai consulté l'almanach. Le bateau doit s'appeler Saint-Marin. J'ai appris aussi qu'il était chargé de blé. J'écris à la préfecture en même temps qu'à vous pour que des perquisitions soient faites à Paris et à Rouen. Il est impossible qu'elles n'aboutissent pas. Je suis, en attendant, monsieur... « Ce pauvre Gévrol !» s'écria le père Tabaret en éclatant de rire. « Il aiguise son sabre et la bataille est gagnée. Est-ce que monsieur le juge ne va pas arrêter ses recherches ?»« Non, certes, » répondit M. Daburon. « Négliger la moindre chose est souvent une faute irréparable. Et qui sait quelle lumière nous peut fournir cet inconnu ?»